Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question d'actu. Cet épisode, nous l'avons tourné en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Nous avons profité de la présence de grands noms de la finance et de l'économie pour les inviter à répondre à nos questions dans nos studios. Alors, beaucoup de discussions se sont tenues lors de ces assemblées, mais c'était aussi l'occasion de signer des partenariats, de rapprocher les institutions multilatérales de financement, les bilatérales aussi, au plus proche des besoins des États, mais pas que, mais il y a aussi le secteur privé. Donc aujourd'hui, je reçois le président de la Banque européenne d'investissement pour répondre à nos questions sur le rôle des institutions multilatérales de développement, ces banques de développement et de financement multilatérales, mais aussi avec les instabilités qui pèsent aujourd'hui sur notre monde, comment elles adaptent leurs agendas et aussi leur politique pour mieux financer les États, notamment en Afrique. Mr. Werner Hoyer, thank you for being with us. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Alors, vous avez mentionné que vous êtes impressionné par la résilience du Maroc. D'abord, c'est quoi la définition de la résilience? À vous, Monsieur le Président de la BEI. La résilience, ça veut dire être résolu et capable de relever le défi. Et je suis vraiment impressionné. J'ai observé ça pendant plusieurs années. Le Maroc est l'une des destinations en dehors de l'Europe où on a été actif. Nous avons été ici pendant plus de 4 décennies déjà. Donc la coopération vraiment est fantastique ici. Même, nous avons eu le séisme qui s'est produit il y a quelques semaines et nous avons dit, bon, nous n'allons pas être capables de venir ici au Maroc, à Marrakech. Mais finalement, cette conférence avec des milliers de personnes a été tenue et nous sommes très impressionnés que ceci puisse se produire ici. Par ailleurs, nous sommes très conscients qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a d'autres personnes qui souffrent encore et ils ont besoin de notre appui, de notre soutien et ils l'auront. Pour nous, dans la BEI, nous sommes à la disposition du gouvernement marocain quand il s'agit de faire face à ce problème tragique. Et pour résoudre ce problème, donc, nous avons besoin de financement. Et bien évidemment, l'institution que vous dirigez a déclaré un prêt d'1 milliard d'euros pour la reconstruction. Alors, pouvez-vous nous dire quelque chose par rapport à ce prêt? Honnêtement, je peux trop vous dire quelque chose pour l'instant, parce que depuis le premier jour, j'étais actif ici au Maroc et j'ai envoyé un message à Sa Majesté le Roi et au chef de gouvernement immédiatement et je leur ai demandé s'il vous plaît, dites-nous ce dont vous avez besoin, comme ça on peut voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Je sais par ailleurs que les Marocains sont très fiers et ils veulent prendre leur destin en main et ils ne veulent pas que d'autres étrangers leur dictent ce qu'il faut faire. Et voilà, nous avons dit que nous sommes disposés à écouter vos demandes des amis marocains et nous allons répondre à vos attentes. Et on a mentionné un prêt d'1 milliard d'euros pour 3 ans. Ce n'est pas quelque chose qui va nous assurer un problème. Par rapport au niveau d'endettement du Maroc, est-ce que supportable? Oui, c'est supportable. Ça doit être canalisé dans le bon projet. La réputation de notre banque ne repose pas sur uniquement le fait qu'on soit la plus grande banque multilatérale au monde. Nous sommes la banque qui sont les meilleurs en termes de qualité de projet. Nous sommes une banque d'ingénieurs et de scientifiques et nous sommes dirigés par des ingénieurs scientifiques qui finalement garantissent la qualité de nos projets. Et je suis très optimiste par rapport à cela, sur l'expérience que nous avons eue par le passé. Alors, quel est l'autre projet que vous avez ici au Maroc en rapport avec le changement climatique, par exemple? Nous avons l'énorme projet énergétique ici. Ça fait des années qu'on travaille dessus. C'est une grande source énergétique pour le Maroc et pour l'Europe aussi. Ça, c'est des choses dont nous sommes vraiment fiers
Et ça comporte bien évidemment des défis par rapport au réseau électrique, transport, infrastructure. Et nous avons hâte d'explorer d'autres possibilités ici au Maroc. Alors, l'un des sujets dont on a parlé trop ici dans les assemblées, c'est la réinvention ou la transformation de développement, de banques de développement. La réforme de ces banques. Pourriez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de réforme? Parce que les attentes vis-à-vis des banques multilatérales grimpent en flèche. Alors, les défis auxquels nous devrions faire face partout dans le monde montent au créneau et les fonds publics disponibles sont très, très limités. Même si vous mettez tous les fonds publics pour financer les objectifs, ce ne sera pas suffisant et il faut par conséquent mobiliser aussi le secteur privé. Ce qui veut dire qu'il faut... Vous avez besoin de beaucoup d'institutions qui peuvent emprunter de l'argent pour prêter cet argent, pour mettre des fonds en levier. Ce qu'on fait, ces institutions sont des banques. L'idée d'une banque, ce n'est pas uniquement de redistribuer les fonds publics, mais multiplier et mettre des fonds en levier, ramener les emprunteurs et les prêteurs ensemble. Est-ce que c'est un problème de capital privé parce qu'on en a? Ou s'agit-il d'un problème de drainer ce capital dans les projets de développement? Vous le dites. Tout à fait. On a besoin de convaincre le secteur privé, les acteurs, pour rejoindre les États, les financements publics pour financer des projets qui sont dans l'intérêt du public. Et ça, c'est possible, c'est faisable, on le fait partout dans le monde. Est-ce que c'est bancable? Le retour sur investissement de ces projets, est-ce que c'est faisable? Voilà, vous avez utilisé le terme retour sur investissement. Chaque projet qu'on finance doit être bancable. Donc, pour cela, on doit convaincre les investisseurs. Et parfois, c'est difficile parce que le profil de risque de projet parfois est élevé. Alors, vous avez besoin de soutien. Le soutien vient donc des États membres de l'Union européenne et de l'Union en tant que telle. Par exemple, ces jours-ci, nous parlons subitement que de tremblements de terre au Maroc et la guerre en Israël. Et subitement, on a oublié qu'il y avait notre guerre en Ukraine. Alors, vous connaissez la situation en Ukraine, où l'on a été très actif depuis des années maintenant, bien avant la guerre. Et nous avons par exemple un projet d'hôpital en Odessa. Ça vient d'être réouvert. Nous avons financé la réouverture avec beaucoup de fonds. Alors comment je peux convaincre un investisseur pour nous donner ces fonds alors que ces fonds sont octroyés à un hôpital qui a déjà été trouvé 2 fois? Et comment vous allez vous assurer que ces fonds ne vont pas pour acheter des armes? Justement, ça c'est une question très importante et c'est un grand défi pour nous. C'est pour ça qu'il y a des problématiques de conformité qui viennent en premier lieu. Pas uniquement pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons de crédibilité par rapport au marché, par rapport aux gens qui nous font confiance avec leur argent. On doit s'assurer que ces fonds vont dans sur la bonne voie. Alors, ceci s'applique à l'Ukraine, au Maroc, pour les produits en Palestine ou en Israël. Alors, nous avons cette responsabilité. Si on perd la confiance du marché, donc on doit mettre juste la clé sur le paillasson. Comment vous voyez le marché, vos actifs pour 2024, compte tenu de la perspective globale de la situation en Europe? On voit des PIB qui sont très bas pour l'Allemagne, moins de 2% du PIB. Par rapport aux prévisions du FMI, l'Italie aussi, la France, l'Europe n'a pas une bonne prestation par rapport à 2024. Alors, comment est-ce que vous voyez les prévisions par rapport à ces pays? Moi, je suis vraiment inquiet. Je vois les chiffres, je vois le manque de productivité, de croissance en productivité en Europe. J'aimerais bien voir davantage d'activités novatrices en Europe. Ceci m'inquiète. Par ailleurs, je suis aussi un optimiste et je n'aime pas trop m'attarder sur les scénarios sombres. Je pense que si on rallie nos forces, nos énergies, nos cerveaux, on sera capable de résoudre les problèmes. Donc, je préfère une approche positive, proactive. Par exemple,
par rapport au climat, ou le lien entre le climat, l'innovation et le développement, on doit reconnaître que, au moins jusqu'à récemment, même aujourd'hui, on doit encore davantage exploiter la technologie. On doit accélérer donc la transition énergétique en Europe et ailleurs, mais on ne doit pas rétropédaler parce qu'on a la trouille. Ceci m'inquiète et je souhaite beaucoup plus de courage, de détermination en Europe. Alors, que pensez-vous de la taxe carbone? C'est une initiative qui a été discutée à Nairobi par les leaders africains et ils suggèrent et proposent que finalement c'est ça la solution pour mieux financer cette transition verte, notamment en Afrique. Que pensez-vous de ça? Je pense que ça, c'est de manière générale. On peut dire que tout ce qui est en rapport avec l'usage de combustibles fossiles doit être taxé d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, on a des revenus qu'on peut par la suite réinvestir dans la transition énergétique. Peut-être que parfois, ça peut aller même un peu plus loin. Et ça doit être calibré de la bonne façon. Mais de manière générale, c'est la bonne façon, puisque l'idée et que vous essayez de trouver les ressources d'où vient le problème. Et il s'agit là d'émissions de carbone. À travers beaucoup de pays, l'émission de carbone, à savoir le secteur pétrolier, c'est l'actif principal du pays. C'est l'atout principal. Comment est-ce qu'on peut demander à ces pays de faire la transition? En fait, c'est une question très logique, parce que paradoxalement, nous, les Américains, Européens, on s'érige en donneurs de leçons pour les autres, mais quand il s'agit de la transition énergétique, là, nous confrontons, nous faisons face à des leaders politiques qui nous disent « Écoutez, nous avons de grandes quantités de gaz naturel, si vous ne voulez pas qu'on exploite ça, comment est-ce qu'on peut ne pas exploiter ça? C'est quoi l'alternative? » Et puis on commence à parler d'alternative et pas uniquement les centrales solaires et éoliennes en Afrique, au Maroc, ailleurs. Par exemple, on parle aussi de centrales géothermiques, on parle de parcs éoliens à travers l'Afrique, où l'on a de grandes productions électriques. Mais si on n'utilise pas cette électricité pour éclairer les villages en Afrique, au Maroc, comment est-ce qu'on va utiliser ça? On va utiliser pour alimenter les capacités électrolyse pour produire l'hydrogène vert. Donc on doit par conséquent répondre à la question qu'est-ce qui nous revient pour nous les Africains? Alors on ne peut pas, par conséquent, pas uniquement parler d'extraction de sources pour l'électricité et pour l'Europe et pour d'autres pays. Il faut qu'il y ait beaucoup plus pour le traitement, pour le raffinage et pour une valeur ajoutée en Afrique en tant que telle. Ça, c'est le grand défi auquel nous faisons face en matière de ce bond quantique. Mais en termes de développement, il faut qu'on pense plus de cette manière donneur-bénéficiaire. Il faut qu'on aide les pays à se développer avec leurs ressources, sinon tout va rester de la même manière comme ça a toujours été depuis très longtemps. Alors comment vous voyez la réduction des risques dans des projets, surtout en matière de transition énergétique en Afrique? Quelles sont les solutions que vous envisagez? La réduction de risques, c'est ça finalement la règle du jeu. On doit être capable de partager certaines parties du risque. Et ça se produit de plus en plus, pas uniquement avec nos partenaires, dans l'Union européenne par exemple, la Commission, le Conseil et les pays membres, mais ça se produit aussi en Afrique. L'Afrique dispose de sa propre base de capitaux et de financement. On doit aussi voir comment est-ce qu'on peut faire cela pour la transition énergétique. Et on doit aussi aider à établir des marchés, des projets, des produits dont on a besoin pour finalement lancer le marché obligataire en Afrique. Nous avons été les premiers à lancer le marché obligataire. Alors à l'époque, ils ont dit, mais c'est vraiment une idée de fou. Alors maintenant, finalement,
des années plus tard, ce marché fou s'est développé en quelque chose de plus de millions de dollars par an. Donc, nous avons été capables de faire ça en Afrique aussi, parce qu'il y a des marchés locaux qu'on peut exploiter. Le Maroc a lancé aussi le marché des obligations. Oui, c'est vrai. J'admire cela, obligation écologique. Ce n'est pas uniquement un luxe européen, mais c'est quelque chose qui est d'intérêt aussi pour même les pays les plus petits. Alors, comment vous voyez, comment faites ce choix difficile de financement et d'investissement dans certains projets de changement climatique et dans d'autres urgences par rapport aux pays du Sud global? Alors, les défis dans le Sud global, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et ils sont énormes en matière de dimension. Mais si l'on ferme les yeux et si l'on dit « oublions la transition énergétique dans le monde », ce n'est pas vraiment le bon message. On doit ramener l'innovation avec le développement, avec les activités climatiques. Nous avons tendance actuellement, et j'ai été dans ce secteur et dans la politique aussi pendant des décennies, nous avons une tendance globale de mettre le développement, l'innovation et le climat dans trois rubriques séparées. On les aborde séparément politiquement. Au lieu de dire ça, c'est une seule rubrique, on ne devrait jamais réfléchir au développement, climat, innovation de manière séparée et isolée. Il faut qu'il y ait une emphase forte sur l'innovation. C'est comme ça qu'on sera capable de soutenir, d'appuyer les activités de développement climatique en Afrique. Et ça, c'est quelque chose d'équitable. Oui, je pense que ça peut être fait de manière équitable. Et quand on parle d'équité, ça revient à dire qu'il y a besoin de partenariats entre l'Afrique et l'Europe et aussi les États-Unis. Il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on réanime cette idée de partenariat. Il faut qu'on sorte de ce paradigme d'honneur bénéficiaire. Alors, pensez-vous que ce qui reste, qu'est-ce qui fait que votre institution a eu ce triple A, cette notation triple A? Ce que j'entends des agences de notation, et on en parle très régulièrement, parce qu'ils nous suivent de manière très étroite, la notation 3A pour la banque est basée sur le soutien visible et crédible des actionnaires. Et les agences de notation estiment qu'en cas de problème, les actionnaires vont intervenir. Et deuxièmement, et ce qui est encore plus important, c'est la qualité de projet que nous menons. Comme j'ai dit auparavant, nous sommes déjà une banque d'ingénieurs et de scientifiques. Et on doit s'assurer que le secteur privé, que nous invitons à cofinancer avec nous les projets, doit s'assurer et doit être certain que nous avons le top de la technologie et l'analyse, et aussi nous avons cette démarche de traitement rapide. Alors, ceci nous ramène à un statut de triple A. La banque, par exemple, comme j'ai dit, est la plus grande en son genre, a une dotation en capital assez énorme, mais c'est justement 90%, c'est un capital qu'on appelle callable, rappelable, et en cash. Alors, le marché estime qu'en cas de pépin, les intervenants seront les actionnaires. Alors, tant que nous avons cette croyance, on peut toujours penser à de gros projets. Pourrions-nous parler de votre successeur? Parce que vous le connaissez déjà? Non, elle ou lui, on ne sait pas. En tout cas. Oui, parce que ça occupe beaucoup de cercles européens déjà. Est-ce que vous pensez que la nationalité du président à venir de la BEI va remodeler refaçonner sa stratégie? Je ne pense pas. D'abord, je peux dire que moi, quand j'ai pris les rênes il y a près de 20 ans, je n'aurais jamais pensé qu'à la fin de mon deuxième mandat,
Et avant ma disparition de la banque, nous aurions 5 candidats excellents. Donc l'intérêt par rapport à cette position et ce poste est très important, l'intérêt. Donc nous avons de candidats très qualifiés, quel que soit le gagnant. Donc la banque est entre de bonnes mains. Et la qualité, bien évidemment, est importante. Si le président à venir provient d'un pays qui encourage, par exemple, l'énergie nucléaire, est-ce que ça ne va pas basculer la stratégie vers autre chose? Non, je ne pense pas. Le nucléaire, ce n'est pas vraiment une idée idéologique pour nous, c'est question de notre position dans le marché, ce qu'on doit refinancer. Et si ça devient un problème, il faut qu'on réfléchisse 2 fois à cela. Sinon, pour l'instant, nous avons une marge de manœuvre par rapport à cette question. Et jusque-là, nous n'avons pas financé de centrales nucléaires. Nous avons fait beaucoup pour améliorer la sécurité nucléaire, par exemple. Donc, ça ne devrait pas devenir une question, une problématique idéologique. Qu'est-ce que vous lui souhaiterez, votre successeur, dans des temps de moments difficiles? Le soutien des actionnaires et la reconnaissance dans le marché. Les actionnaires, on en a besoin parce que nous sommes une banque qui est en quête d'objectifs stratégiques de l'Union européenne. Alors, ils sont responsables des objectifs, ils doivent nous faire confiance. Et puis, le marché, il est notre partenaire clé. Alors, les banques de développement ne sont pas là pour redistribuer les fonds publics. Ils sont là, leur mission, c'est d'utiliser ces actifs limités pour mobiliser les fonds privés dans les marchés des capitaux. Et c'est là un domaine sensible. Rien ne peut fonctionner sans confiance. Alors, quelle était la décision la plus difficile ou le moment le plus difficile au cours de vos 2 mandats de la banque en tant que président de la BEI? C'est vraiment difficile de réduire cela à 2 difficultés, mais quand j'ai commencé, le défi principal, c'était de surmonter la crise financière, et on y est arrivé par l'accroissement du secteur et des affaires en matière d'initiative pour l'Europe, et puis aussi, tout en restant dans les pays difficiles comme la Grèce. Je me rappelle clairement quand j'ai pris les rênes, lors de ma première visite à la Grèce, que j'ai aimé depuis ma jeunesse, je dis au président, au Premier ministre, que nous avons été en Grèce pendant très longtemps. Nous vous avons soutenu pendant la crise et après la crise. Ça aura un effet stabilisateur pour le pays. Puis, c'est une expérience que je ne peux pas oublier. Donc, finalement, c'était une grande décision, mais ça a été honoré par le marché. Et puis, nous avons eu des moments difficiles. La crise climatique, où l'on a une situation difficile, comme la guerre en Ukraine, où, encore une fois, nous avons eu de la chance parce que nous avons dû nous déplacer de la Russie il y a 2 ans déjà après l'invasion de la Crimée. Donc on est sorti et puis nous avons pris nos ressources dans d'autres pays comme la Géorgie et l'Ukraine. Et puis nous étions là-bas quand la guerre a commencé et puis nous avons continué à être là-bas. Donc vous n'allez pas dans un pays ou une région pareille dans de bons moments et puis quand il y a les problèmes, comment vous n'allez pas quitter? Mr. Warner, are you a hockey historian? Do you like history? Est-ce que vous aimez l'histoire? Absolument. Okay, I'll just I wish you have a comment on this very famous, je voudrais que vous fassiez un commentaire par rapport à cette déclaration de Cicéron, le philosophe et l'homme d'État grec. 6 fautes que les gens font, comme quoi le gain essaie en écrasant les autres et que les choses ne peuvent pas être corrigées ou changées, et en insistant que les choses sont impossibles parce qu'on ne peut pas les réaliser, et quand on refuse de mettre de côté les préférences banales et négliger le développement et le raffinement de l'esprit, et puis si essayer d'obliger les autres à croire et faire comme on veut. Alors, pour vous, quelle est la déclaration la plus prominente ici, dans le contexte actuel?
C'est difficile à trancher. J'aime pas trop choisir entre les 6 citations, mais je me rappelle quand j'étais au collège, j'étais torturé pendant 7 ans avec le latin. Alors je devais apprendre beaucoup de choses à l'époque. Et à l'époque, j'étais capable de traduire le latin, mais je n'étais pas vraiment de bien les comprendre. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le courage et la vitesse sont les règles du jeu. Alors, il faut avoir confiance en soi et en d'autres. C'est ainsi qu'on peut surmonter les difficultés. Sinon, vous allez devoir vous soumettre et vous résigner à bien avant. Absolument, la confiance est un facteur que partagent la BEI et le Royaume du Maroc. Et ils ont confiance en l'un et en l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, pour nous avoir accordé cet entretien. Je sais que vous êtes très occupé et je vous souhaite plein succès pour les étapes à venir. Merci beaucoup, c'était un plaisir et un honneur. Merci. Voilà, c'était donc la première partie de ce Question d'actu. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.